Bonjour, dans cette vidéo je vais corriger l'exercice 7 du TD8, on étudie un sismographe. Donc vous en avez un exemplaire qui est représenté, enfin je crois que c'est un sismographe, je suis pas sûr à 100%, mais en tout cas ça y ressemble fort. Donc ce modèle là qui est présenté, c'est un vieux modèle, puisque l'enregistrement se fait encore sur une bande de papier. Euh, et le principe, c'est quand le sol tremble, vous avez un sorte de petit stylo au bout de la tige et qui inscrit en fait le mouvement du sol sur le papier. Donc maintenant, évidemment, l'enregistrement se fait électroniquement, hein, puis est numérisé et ensuite traité directement. Alors je vous montre l'énoncé. Voilà. Donc le modèle que l'on va étudier paraît extrêmement simple puisque vous avez le sismographe, vous avez une boîte ici qui est, je vous la mets bien en évidence. Donc ça c'est votre sismographe. La boîte que je... Voilà. En gros c'est ça. C'est cette boîte là. Et à l'intérieur de cette boîte, vous avez un rouleau où va s'inscrire le signal. On va supposer que ce rouleau il tourne en fait. Et vous avez un stylet ici qui va inscrire un signal sur le rouleau de papier. Et le sismographe, le fonctionnement enfin le principe est extrêmement simple. Vous prenez une masse ici, un amortisseur ici, ça c'est important, et puis un ressort. Et c'est tout. Voilà. Vous avez votre sismographe, donc vous pouvez presque en bricoler un assez rapidement chez vous. C'est pas un truc très compliqué à réaliser. Enfin, la version, une version peu performante, hein. Si vous voulez un sismographe performant, évidemment, ça c'est un autre problème. Vous allez rencontrer plein de problèmes. Alors, cette configuration-là, on la retrouve également dans, dans vos téléphones portables. C'est miniaturisé en fait. Donc là, vous avez une image au microscope électronique c'est exactement le même principe. Vous avez une masse inertielle donc qui doit se trouver au centre. Vous avez des ressorts, donc vous les voyez ici, les ressorts. Hein, enfin, autour, en fait, les quatre en étoile, là, les quatre parties, sont des ressorts, il me semble. Et la détection du signal doit se faire électroniquement. Il doit y avoir des condensateurs quelque part qui fait qu'on arrive à détecter le signal. Et la taille de ce truc-là, c'est un cheveu, ça occuperait l'épaisseur d'un cheveu, ça occuperait à peu près un dixième de la taille de ce truc-là. Donc à l'œil nu, je pense qu'on verrait quand même quelque chose. On verrait pas autant de détails, mais on devinerait des trucs quand même. Mais c'est quand même extrêmement petit. Mais ce que je vous fais remarquer, c'est que si on fait abstraction de la miniaturisation, c'est exactement ça, un sismographe. C'est une masse, un ressort, il y a de l'inertie quelque part, hein, dans ce genre de système, il doit y avoir un peu de frottement qui fait que ça fonctionne. Et voilà, c'est les ingrédients de base. Et donc l'exercice qu'on va étudier, c'est 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 exactement, en fait, n'est pas old school, on va dire. C'est exactement comme ça que marche un sismographe. Donc je vais recommencer, enfin on va démarrer l'exercice. Donc on vous demande de déterminer l'équation différentielle vérifiée par la grandeur x. Alors là, vous faire attention aux notations hein, dans cet exercice, parce que vous avez x ici, vous avez y et vous avez z. Donc habituellement, ces trois grandeurs sont selon trois axes perpendiculaires. Le problème, c'est voilà, dans cet exercice-là, c'est pas le cas. Ils représentent tous quelque chose suivant un axe vertical. Donc ça, il faut faire attention. Et il faut bien lire la définition. C'est l'écart entre la longueur du ressort et sa longueur à l'équilibre. Donc ça, il faudra bien faire attention à ça. La définition de x. Bon, z et y, on regarde le schéma. Le petit bonhomme qui est là, lui, il est dans un référentiel galiléen. C'est-à-dire que quand le sol tremble, hein, un sismographe, je vous rappelle l'utilisation, c'est pour détecter les mouvements du sol. Lorsque le sol tremble, en fait, ce petit bonhomme-là, lui, ça ne lui fait rien, puisqu'il est dans un référentiel galiléen. Donc en fait, il va voir le sol bouger. Hein, c'est comme s'il était, si on voulait vraiment se faire une idée, c'est comme s'il était dans un hélicoptère, et puis il y a un tremblement de terre, donc lui, dans son hélicoptère,
Ça lui fait, comme l'hélicoptère n'est pas en contact avec le sol, hein, eh bien, ce qu'il va voir, c'est que le sol tremble, mais lui n'est pas affecté. Hein. Donc là, on va dire que c'est la même chose. Lui, il est vraiment tranquille. Par contre, quand il y a un tremblement de terre, quelqu'un qui serait ici, évidemment, ce serait compliqué, hein, et certainement qu'il se retrouverait par terre lorsque le sol tremble. Donc voilà, c'est important au niveau des notations de comprendre ce qui se passe. Alors avant de démarrer les calculs, parce que en fait quand on fait les calculs, très souvent en fait on ne comprend plus trop, on a du mal à enfin pas toujours, mais c'est assez difficile de donner du sens à chaque ligne de calcul que l'on fait. Je vais vous proposer des petites animations pour que vous compreniez un petit peu ce qu'on étudie et avoir une idée du résultat qu'on va trouver. Donc on va démarrer par la première vidéo. Donc voilà. Donc là, vous reconnaissez le sismographe avec l'amortisseur en haut, en bleu et rouge, le ressort en vert, et vous avez l'inscription. Alors, ce que vous avez en quadrillé rouge, c'est le rouleau inscripteur. Donc, c'est la version old school du sismographe. Et donc, on voit le papier qui défile, hein, au fur et à mesure de l'enregistrement. Et ce que vous remarquez, c'est que quand on bouge le sismographe très lentement, et ben la masse, en fait, bouge avec le bâti du sismographe. Voilà. C'est comme quand vous déplacez sur un plateau, par exemple, quelque chose de très fragile. Hein, par exemple, je vais donner l'exemple du gâteau d'anniversaire. Je vais remettre la vidéo. Voilà, l'animation en route. Le gâteau d'anniversaire que vous devez déplacer d'un endroit de la cuisine à la table où il y a tous les convives. Et ben, vous savez que vous ne devez pas aller trop vite parce que sinon les bougies s'éteignent. Et ben, quand vous vous déplacez, pour que les flammes ne vacillent pas, hein, vous vous déplacez très lentement. Hein, donc ce qui fait que c'est comme si le gâteau que vous transportez ne bougeait quasiment pas. Bon, on est un petit peu dans cette situation-là. Hein, je ne suis pas en train de dire qu'un sismographe c'est comme un gâteau d'anniversaire, attention, mais on est un petit peu dans cette situation-là. Ce qui fait que sur le rouleau inscripteur, on n'a pas de signal qui s'affiche. Regardez le. Alors vous l'avez en dessous, hein, le signal qui est enregistré est également reproduit sur la partie du bas. Hein. Alors, il y a le régime transitoire au tout début là qui va disparaître, hein, on va plus le voir, mais en tout cas ce qu'on remarque c'est que dans ce cas-là, le sismographe il est complètement aveugle. C'est-à-dire que le sol bouge, mais le sismographe lui ne voit rien. Donc, mais là le sol il bouge très lentement. Hein, c'est un mouvement très lent. Donc là, le sismographe il est inopérant, ça marche pas. Donc je vais vous montrer le cas inverse, haute fréquence. Voilà, toujours le même système, mais cette fois-ci le sol tremble rapidement. Alors là, pour comprendre ce qui se passe, en fait, il suffit, regardez bien la masse en noir, le point noir, là où il y a à côté de Y. Ce qui va se passer, c'est lorsque, alors faites pas attention au carré bleu là qui rencontre la masse, j'ai mal dimensionné le petit carré bleu. Lorsque vous bougez trop rapidement, ce qui se passe, c'est que la masse, à cause de son inertie, elle va pas bouger. Elle va pas bouger. Ce qui fait que c'est comme, en fait, c'est comme un point fixe. C'est-à-dire que le sol tremble, en fait, et le seul endroit où on est, qui ne bouge pas dans le système là, et ben c'est la masse inertielle, le point noir qu'on voit dans le sismographe. Et donc, si vous accrochez un stylet à cette masse qui est immobile dans un référentiel galiléen, et je vous rappelle que le sol tremble, c'est-à-dire que si vous êtes à côté, vous êtes pas bien, quoi, hein, forcément, lorsque le sol tremble. Eh bien, ce qui va se passer, c'est que le papier où s'inscrit le signal, il bouge avec le sismographe. Ce qui fait que là, il y a un signal qui s'inscrit. Et ce qui se passe lorsque le sol monte, le stylet qui a inscrit le signal, lui, il descend par rapport au papier. Ce qui fait que le signal enregistré, alors on le voit bien sur le graphe du dessous. On le voit bien sur le graphe du dessous.
le signal qui s'inscrit, en fait, c'est l'opposé du mouvement du sol. Et là, on peut dire que le sismographe, il remplit parfaitement son rôle. Il remplit parfaitement son rôle, puisqu'on retrouve sur ce qui est inscrit sur la bande enregistreuse, exactement le signal du sol. Il y a juste une chose à corriger, c'est que le signal est inversé. Mais ça, c'est pas du tout gênant. Quand il y a un tremblement de terre, vous vous demandez pas, tiens, le sol, là il monte, ah là il descend. Ça, c'est vraiment une question complètement secondaire. Hein. Et puis s'il faut, vous inversez le signal, ça c'est pas un problème. Donc ça, c'est là, en haute fréquence, le sismographe, c'est comme ça qu'il est conçu, pour fonctionner dans cette gamme de fréquences, et il remplit parfaitement son rôle. Et vous avez évidemment le cas des fréquences intermédiaires. Alors là, je vous montre, on est proche de la résonance. Alors vous regardez donc j'ai pris un facteur de qualité qui vaut 2. Bon, il fallait bien que je prenne une valeur. Oméga 0, j'ai pris 1 radian par seconde, c'est marqué au-dessus là. Et oméga, 1 radian par seconde. Donc je suis proche de la fréquence naturelle du système. Alors à cause des frottements, il n'oscille pas tant que ça, hein, il y a quand même pas mal de frottements. Et quand vous regardez sur le graphe du bas le signal enregistré et le signal, le mouvement du sol, vous vous rendez compte que le signal enregistré il est plus grand en amplitude. Donc ça c'est un petit peu embêtant, parce que ça veut dire que le signal que vous enregistrez n'est pas exactement le signal qu'il faut, hein, puisqu'il est d'amplitude plus grande. Je rappelle que le signal enregistré, c'est le signal qui est en rouge. Et le mouvement du sol, c'est ce qui est en vert. Ce que vous remarquez aussi, si vous regardez bien, c'est qu'il y a un déphasage. Un déphasage qui vaut, c'est à peu près le même déphasage qu'on aurait entre un sinus, entre un sinus et un cosinus, hein, ou un cosinus et un sinus, c'est-à-dire un déphasage, on est en quadrature de phase, un déphasage de moins pi sur 2. Donc ça aussi c'est embêtant, parce que en fait vous déformez votre signal, vous n'enregistrez pas exactement votre signal. Ce qui fait que dans cette gamme de fréquences, là le sismographe il fait pas vraiment son boulot parfaitement. Donc on peut résumer en quelques mots et en commencer un diagramme, on va dire intuitif, et puis à la fin il faut on va retrouver ce résultat. Donc je vais passer, on va commencer vraiment l'exercice. Alors donc là vous avez le MEMS, on va quand même noter un petit peu. Donc ça c'est un système miniaturisé. Donc je vous propose une petite étude qualitative. Alors ce que je vais représenter, c'est le gain et le déphasage en fonction de la pulsation oméga. Je vous rappelle qu'oméga c'est 2πf. C'est la formule qu'il faut jamais oublier. Et on va dire ça c'est le gain, c'est-à-dire que le gain en amplitude. Donc c'est l'amplitude du signal enregistré sur l'amplitude de vibration du sol. Ce que je vais représenter en dessous, c'est la phase. Donc, ou si vous voulez le déphasage. Alors le déphasage il va être négatif, donc c'est pour ça que je mets l'axe des abscisses aussi haut. Et donc le déphasage je vais l'appeler phi et on va le mettre en radian. Et le gain il est adimensionné. Alors ce qu'on a remarqué c'est qu'en haute fréquence, alors si vous voulez bien comprendre, il faut absolument ici placer oméga 0, puisque c'est la fréquence naturelle de votre système. C'est un masse-ressort, hein, parce que là, votre système, vous avez vu que c'est un masse-ressort plus un amortisseur, il a une fréquence de résonance. Alors ce qu'on remarque, c'est qu'en haute fréquence, comme la masse, du fait de son inertie, ne bouge pas, il y a un signal qui s'inscrit sur le système, sur le rouleau inscripteur, et ce signal, il vaut, on a vu que on arrivait à un gain qui vaut 1. Donc on sait que le signal qu'on va enregistrer, je vais le mettre en bleu, je vais plutôt avoir un gain proche de 1 en haute fréquence. Donc je peux vous remontrer
la vidéo. Voilà, haute fréquence, c'est ça. Donc si vous regardez l'amplitude d'oscillation de l'entrée et l'amplitude d'oscillation de sortie, l'entrée c'est en vert en bas, et la sortie c'est en rouge en haut, c'est même amplitude. On repasse. Donc ça correspond au trait vert que j'ai représenté ici. On a vu qu'en basse fréquence, par contre, le sismographe il est inopérant. Ah oui, je fais tout aussi en même temps la phase. On a vu qu'on a un déphasage qui vaut pi. Voilà. Déphasage qui vaut pi, ça veut dire que le système il est vraiment en retard. C'est-à-dire que c'est on va dire le pire retard qu'on puisse imaginer. C'est-à-dire quand le signal il est inversé. C'est-à-dire que quand le signal d'entrée il monte, bah, le signal de sortie, bah, lui il descend. Et inversement. Donc c'est un déphasage de pi. Ça correspond à un signal qui s'est inversé. Pourquoi? Bah parce que je vous rappelle que dans un cosinus, quand vous rajoutez plus pi dans un cosinus, ça revient à inverser le signe. Maintenant, si je me place en basse fréquence, ce qu'on a vu, c'est que le gain, on n'avait rien en entrée. Donc l'amplitude est vraiment très faible. Et si vous regardez, alors, bon, alors ça c'est un peu, on va dire, vous l'admettez, on va dire que c'est admis. On ne peut pas tout faire avec une étude qualitative. En fait, ce qu'on va montrer, c'est que le déphasage est lui aussi nul. C'est-à-dire qu'en fait, le sismographe, il ne fait rien en basse fréquence. Il est complètement inopérant. Je peux vous remontrer la vidéo, faire l'animation, je veux dire. Donc là, c'est basse fréquence, on voit que le sol bouge très lentement, et le sismographe, en fait, il est aveugle, en fait, il voit strictement rien. Voilà, la masse, elle bouge avec le sismographe, et comme le papier qui défile, là où s'inscrit le signal, il bouge avec le sismographe, et ben on n'enregistre rien. Évidemment, ce que je suis en train de dire, ce serait vrai aussi pour un sismographe plus moderne, ou la détection électronique, ça ne change rien. Hein, le système qui détecte le mouvement de la masse, il est lié au sismographe. Donc là, c'est pas une histoire de capteur, hein. C'est pas du tout une histoire de capteur, c'est une histoire par construction, le sismographe il est aveugle en basse fréquence. On repasse à mon étude. Donc on a basse fréquence, et en fréquence proche de la fréquence de résonance, ce qu'on a vu c'est que l'amplitude, le gain était plus grand. Hein, donc il surréagissait le sismographe, et ça c'est pas très étonnant lorsque vous excitez un système à sa fréquence de résonance. Et ce qu'on avait remarqué, c'est que le déphasage, lui, il était en quadrature. Donc c'est un déphasage de moins pi sur 2. On va graduer les axes. Ici, on a moins pi sur 2. On va le faire en bleu. Moins pi sur 2. Et ici, moins pi. Donc on peut tracer une courbe. Donc on va avoir un truc qui ressemble à ça. Ça monte. On rejoint le maximum. On ne doit pas être très loin du maximum. Ça redescend. Donc à tous les coups, votre sismographe il a un comportement de ce type là. Et c'est ce qu'on va montrer en fait dans cet exercice. Hein. C'est ce qu'on va retrouver à la fin. Donc par une étude qualitative, on peut déjà dégrossir un peu le problème, avoir un peu une idée de ce qu'on va trouver. On commence la mise en équation. Donc pour cela, je vais quand même, on va bien étudier le schéma. Donc vous avez une masse, un amortisseur, un ressort et un système pour inscrire le signal. Donc je vais refaire le schéma. Donc ce que j'ai représenté là, c'est le référentiel galiléen. Donc ça c'est important. Donc le petit bonhomme qui est dans le référentiel galiléen, lui il est tranquille, même quand il y a un tremblement de terre. Alors je vous rappelle que le Galilée a postulé l'existence de ce type de référentiel, donc ça c'est important, hein. Donc on sait qu'un tel référentiel existe, et le référentiel du sol, hein, le référentiel là où se trouve le sismographe, lui il bouge, donc je vais représenter ça en vert.
Donc vous avez une boîte posée sur le sol dans lequel il y a votre sismographe. Donc on va dire le sol, je vais le tracer bon, en vert. Allez, je vais le tracer en vert. Donc vous avez le sol ici. Vous avez posé votre sismographe. Évidemment, donc le sol qui peut bouger. Et vous avez un petit bonhomme. Hein, lui, quand il y a un tremblement de terre, évidemment, lui, il n'est pas tranquille. Hein, parce que le sol tremble. Hein, c'est tout autour de vous. Ça peut devenir dangereux lorsque le tremblement de terre est important. Et vous avez une masse inertielle quelque part. Hein, donc en général, cette masse, elle est assez lourde. Hein, elle est... Pourquoi? Bah parce que... Enfin, plutôt, la réponse, vous l'aurez dans un instant. Et on met un ressort, donc on met un ressort adapté. Et vous avez un système amortisseur, donc je le représente comme ça, qui freine un peu le mouvement de la masse. Et on repère la position du sol avec la coordonnée Z. Sauf erreur, je vais quand même vérifier pour être sûr. Ouais, c'est ça, c'est Z. Je repère la position de la masse avec une coordonnée que je vais appeler Y. Donc ça c'est Y. Là c'est Z. Et X, c'est là, je vais quand même le noter. X, mon signal qui m'intéresse, c'est la longueur du ressort moins sa longueur à l'équilibre. Je ne représente pas le rouleau inscripteur, hein, là où va ou le capteur hein, qui va enregistrer le signal. Ça, je ne le représente pas. Finalement, c'est pas très important. Mais mon signal, il est là. C'est ce truc-là qui m'intéresse. Alors, Y et Z, en fait, surtout Y, parce que Z, c'est l'excitation, il faudra que je le garde jusqu'à la fin. Mais la variable Y, c'est une variable qui est temporaire. C'est-à-dire qu'il faudra à un moment donné que je m'en débarrasse. C'est-à-dire que j'aurai absolument besoin de l'expression de X, une relation qui relie X et Y. On voit bien que lorsque Y monte à Z constant, et ben, la longueur du ressort va changer. Il y a forcément un lien entre ces deux variables. Donc on va commencer la méthode habituelle. Je vais commencer par me définir un référentiel. Donc alors je ne vais pas prendre référentiel terrestre ou référentiel de la pièce parce que le sol il peut trembler. Donc je prends un référentiel galiléen. Le système, pour moi, ça va être la masse. Le bilan des forces, eh bien, vous avez le poids, lui qui agit vers le bas. Vous avez la réaction du ressort. Donc, allez, je la mets vers le haut. Donc ça c'est F ressort. Et vous avez une force de frottement. Alors la force de frottement, je la mets allez, comme vers le bas. En fait, honnêtement, vous ne pouvez pas. Je la décale un peu, hein, la force de frottement. Parce que sinon, je vais quand même le mettre sur le système. Voilà, donc on a les trois forces. La force de frottement, vous la représentez dans le sens que vous voulez. En fait, ça dépend de la vitesse du système au moment où vous le représentez. Donc ça, évidemment, on n'en sait rien. Tant qu'on n'a pas appliqué le PFD, en fait, on n'en sait rien de comment est cette force. Je vérifie juste une chose. Oui, tout va bien. Donc, en bilan des forces, si on note tout, la force de rappel élastique, donc je vous rappelle que ça vaut moins K. La longueur du ressort, ben, je vais l'écrire tout de suite, la longueur du ressort. Je regarde mon schéma, c'est Y moins Z. Alors, ce truc-là,
c'est la longueur du ressort. Donc il suffit que je regarde mon schéma pour avoir son expression, moins sa longueur à vide. Et U extérieur, hein, donc c'est un vecteur qui est orienté vers l'extérieur du ressort, du côté où est le système. Donc je répète, un peu différemment, un ressort, il a deux extrémités. Le système, il est du côté, donc on regarde à quelle extrémité est mon système, c'est celle du haut. Un vecteur unitaire qui part de cette extrémité-là, donc celle du haut, vers l'extérieur du ressort, c'est vers les suivant l'axe vertical. L'axe vertical que je vais noter comme ça. Donc ça c'est un vecteur unitaire vertical vers le haut. Unitaire vertical vers le haut. Vers le haut. Voilà, donc c'est... Alors, quand vous avez cette mise en équation, vous pouvez vous dire, oui, mais le problème, c'est que on me demande une équatif en x, et puis x n'apparaît pas, donc ça va pas. Non, vous ne posez pas trop de questions. Hein, quand vous écrivez la force élastique du ressort, il n'y a que deux bonnes questions à se poser. C'est que vaut l'expression de la longueur du ressort, que vaut ce que moi j'appelle U extérieur, c'est le vecteur qui vaut l'expression. La force de frottement s'écrit comme ça, comme ceci. Donc elle s'oppose, hein, c'est une force de frottement. Alors le coefficient de frottement, je vais quand même le noter, c'est petit f. Voilà. Moins petit f. Forcément, on a y point. Forcément. Hein, parce que lorsque la masse bouge, la force de frottement s'oppose à son mouvement. Donc là, forcément, il y a du moins Fy point, forcément, c'est obligatoire. Et en fait, ce qui est important, c'est la différence de la vitesse relative entre la masse et le bâti. Donc il faut faire moins Z point. Donc ça, je vous le donne. Hein, c'est, on va dire, une formule cadeau. Voilà. Voilà, c'est un cadeau. Ce serait donné dans un énoncé, par exemple. Hein. Après, c'est vrai qu'on pourrait quand même vous demander son expression avec une bonne chance que vous y arriviez. Mais bon, là, je vous la donne. Et j'applique le PFD. Donc, c'est la masse de système fois son accélération dans le référentiel galiléen. Et c'est la somme des forces. Donc, l'écriture du PFD est très simple, mais absolument essentielle. Voilà. Et maintenant, je vais projeter cette relation selon l'axe vertical. Alors ça donne, et c'est là qu'il peut y avoir une erreur, l'accélération du système dans un référentiel galiléen, c'est y seconde. Ça c'est très important de le remarquer, hein, parce qu'évidemment si vous ne faites pas ça, c'est faux. Hein, la coordonnée y, là, c'est dans le référentiel du bonhomme qui est tranquille, hein, et donc lorsque je projette, c'est my seconde. Hein, là il y a vraiment, je ne vais pas dire un piège, mais il faut quand même faire attention. Le poids est opposé à l'axe vertical ascendant, donc il y a moins mg. La force du ressort, ben, je recopie ce que j'ai obtenu, y moins z, moins 0. Et lorsque je projette le vecteur unitaire z, ça fait 1. Moins petit f, y point, moins z point. Alors c'est un résultat intermédiaire, donc je n'encadre pas complètement, mais là j'y suis presque. Ce qui me manque, c'est une relation entre x et y. Parce qu'évidemment, si je lis la question, c'est moi je veux une équadif en x, pas en y. Donc il faut que j'ai une relation entre x et y. Donc là, pour ça, je regarde mon schéma. Je prends la définition de x, hein, c'est la longueur moins l'équilibre, et la longueur du ressort, bah, elle n'a pas changé, c'est toujours y moins z.
Donc on a petit x qui vaut y moins z moins L équilibre. Faites attention, L équilibre est a priori différent de L0. Hein, ne faites pas la confusion. Bon, il se trouve, là, si vous la faites, on va dire que c'est... Dans cet exercice-là, c'est pas encore trop grave. Je pense qu'on peut arriver à se débrouiller. En truandant, du coup. Mais voilà, si vous voulez être vraiment rigoureux, hein, c'est la longueur à l'équilibre, c'est pas du tout L0. Hein, pour une raison simple, c'est lorsque vous mettez la masse sur le ressort, ça comprime d'office le ressort, hein, du fait de la masse. Et à l'équilibre, je connais pas sa valeur, mais bon, en tout cas, j'ai cette relation. On a le droit d'écrire des relations avec des grandeurs qu'on ne connaît pas. Hein, le L équilibre, là, je ne connais pas sa valeur. Mais je lui ai donné un nom, c'est déjà pas mal. Ce que je vais faire, c'est, je vais dériver ce truc deux fois. Donc on a x point qui vaut y point moins z point. Ben là, lorsque je dérive une constante, ça fait 0. Et je dérive une seconde fois, ça donne x secondes égale y secondes moins z secondes. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais prendre le y point, l'injecter ici, et le y seconde, l'injecter ici. Et ce qui fait que voilà, maintenant il y a une petite phase de calcul, et très rapidement, je vais... Et le y, bien sûr, j'ai oublié le y. Le y qui est là, je vais l'injecter ici. Et quand je fais ça, j'aurai plus que x et ses dérivées successives, et z et ses dérivées successives. Z, je vous rappelle, c'est l'excitation, hein, donc c'est le sol qui tremble, donc c'est un paramètre qu'il faut absolument garder dans les calculs, hein, puisque c'est en fait le sismographe, c'est le signal d'entrée de mon sismographe, hein, le sol qui tremble. Donc là, je remplace, hein, donc maintenant, à partir de maintenant, c'est que des calculs. Donc on réinjecte dans le PFD y point et y seconde. Alors on commence le calcul, donc ça fait... Alors y seconde, c'est x seconde plus z seconde. Ça fait moins mg, moins k. Alors si vous avez... là on voit que y moins z, en fait c'est x plus L équilibre moins L0. Moins f, alors on reconnaît directement y point moins z point, en fait c'est x point. Donc alors si vous ne le remarquez pas, vous remplacez y point par x point plus z point, et puis vous voyez que le z point se simplifie, et on arrive à ceci. Donc là vraiment c'est que des calculs, donc ça ne présente pas de difficultés particulières. Et je vais réarranger un peu tout ça, ça fait x secondes, donc je divise par 1, enfin je multiplie par 1 sur m, ce qui fait que j'ai un coefficient 1 devant les x secondes. Le terme en x, ça fait plus f sur m x point. Il y a un terme en x, c'est k sur m x. Il y a un terme en z secondes qui apparaît. Alors c'est moins z secondes, sauf erreur. Et vous avez pas mal de termes constants. Ici vous avez moins g. Plus KL0 sur M, moins KL équilibre sur M. Et j'espère n'avoir oublié aucun terme. Normalement, c'est bon. Et quand vous regardez ça, j'y suis presque. Et en fait, j'affirme que tout ça, tout ce que j'entoure là, ça vaut 0. Alors pourquoi j'ai le droit de dire ça? Parce que ça fait un petit peu... ce terme m'embête, donc... allez, je le prends égal à 0. Après tout, si vous faites ça, c'est pas bien, mais ça sera quand même juste. Alors pourquoi ça vaut forcément 0? Eh bien, on regarde l'énoncé. On vous dit que lorsque z vaut 0, le signal x, par définition, il vaut 0. Hein, je vous rappelle que c'est l'écart
entre la longueur L du ressort à un instant t et sa longueur à l'équilibre lorsque Z vaut 0. Et quand on vous dit Z vaut 0, c'est lorsque il ne se passe rien. C'est-à-dire que la vitesse est nulle également, le sol ne bouge pas. Donc quand je reviens à mon équation, donc si cette équation est vraie, celle que j'encadre, si cette équation est vraie, donc je vais, a priori, je n'ai pas fait d'erreur. Cette équation est vraie, et bien elle est aussi vraie lorsque le sol ne tremble pas. Lorsque le sol ne tremble pas, Z seconde, il est nul. Lorsque le sol ne tremble pas, par définition de mon sismographe, il enregistre un signal qui vaut 0. Donc sa vitesse est nulle et son accélération est nulle. Ce qui fait que lorsque, au repos, donc je vais écrire comme ça, au repos, ce terme est nul. Ce terme est nul. Et ce terme-là, c'est idem. Hein, lorsque le sol ne tremble pas, Z seconde vaut 0. Et si cette équation est vraie, forcément, ce terme doit être nul. Ce terme doit être nul. Donc ce que je vais faire tout simplement, moi, c'est l'enlever. Il ne m'intéresse pas vraiment. Ce que je pourrais en déduire quand même, c'est l'expression de L équilibre. Bon, je vais le faire quand même pour que vous remarquiez qu'effectivement on trouve une longueur à l'équilibre habituelle, hein, si vous avez l'habitude de ce genre d'exercice. Hein, le ressort, en fait, il est comprimé par la masse. Et on doit trouver L0, sa longueur à l'équilibre, moins mg sur k, dû au fait que la masse comprime le ressort. Donc finalement, on a le résultat suivant. Donc finalement, ouais, on a x secondes plus f sur m x point plus k sur m x, ça vaut moins z secondes. Et on a comme résultat, je mets en remarque, on a L équilibre qui vaut L0 moins mg sur k. Donc se déduit de la relation précédente de ça égale 0. C'est déduit de moins mg plus kl0 sur m. Donc ça, je vous laisse faire le calcul. Mais ce calcul ne présente aucune difficulté. Évidemment, moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la longueur d'équilibre, je m'en fiche un petit peu. Pourquoi on s'en fiche? Parce que le 0 d'un appareil, eh ben vous le réglez pour qu'il soit à 0. Voilà. Si vous faites ça d'autorité, hein, en général, c'est prévu. Hein, quand vous avez, je prends l'exemple simple d'une balance de cuisine. Une balance de cuisine, elle met rarement 0 lorsque vous la sortez de son placard. Et il y a toujours une petite molette ou un petit bouton, tard, on appuie dessus et la balance est remise à 0. Et bien pour le sismographe, c'est pareil. Le 0 de l'appareil, il y a certainement une petite manip à faire pour l'avoir. Donc j'ai répondu à la question 1, j'ai mon équadif qui relie X et Z, donc l'entrée et la sortie. La sortie c'est X et Z c'est l'entrée, c'est le mouvement du sol. On passe à la question 2. Et ça va se placer en régime sinusoïdal forcé. Et on vous demande, donc la question c'est on impose Z de t, hein. C'est de la forme Zm cosinus oméga t, sauf erreur. Je voudrais pas dire de bêtises. Voilà, c'est ça. Plus Z équilibre. Oui. Plus Z équilibre. Et donc ça, c'est donné par l'énoncé. Et ce qu'on vous demande, c'est l'amplitude. Donc c'est ce que je mets en rouge, XM. Ça, je connais pas. Cosinus oméga t. Donc ça par contre, je connais. Plus une phase.
qu'on vous demande aussi. C'est-à-dire, en fait, ce qu'on aimerait bien savoir, c'est le signal de sortie, quelle est son amplitude par rapport à celle du signal d'entrée, et quel est son déphasage. Donc ça, c'est les deux questions qu'on vous pose. Et quand on vous pose ce genre de questions, il faut tout de suite penser au régime sinusoïdal forcé. Hein, si vous ne pensez pas à ça, vous vous engagez dans des calculs qui sont très compliqués, alors que si vous utilisez la notation complexe, c'est quand même beaucoup plus simple. À condition, bien sûr, de savoir la manipuler. Alors, avant de démarrer, je calcule dans un premier temps la dérivée seconde de z avant de la réinjecter dans l'équation différentielle. Donc, et ça c'est très facile, hein, puisqu'il s'agit de dériver un cosinus oméga t, donc ça fait moins oméga carré zm cosinus oméga t. Donc ça je ne détaille pas, hein, donc le cosinus oméga t ça donne moins oméga sinus oméga t, et puis quand je redérive, le sinus redevient un cosinus, et ça donne ça. Je réinjecte dans l'équation, hein, donc on réinjecte cette expression dans l'équation différentielle. Alors ça donne ceci, x secondes, donc en fait ça n'affecte pas le second membre. Ce que je vais faire aussi, c'est mettre sous forme canonique. Parce que du coup, ouais, je vais finir de l'écrire. Donc je mets sous forme canonique. C'est parce que plutôt que d'avoir f sur m, je préfère avoir des paramètres dont la signification physique est beaucoup plus claire. Hein, donc le f sur m, je vais le remplacer par oméga 0, ce terme-là. Je vais dire que c'est oméga 0 sur q. Et ce terme-là, je vais dire que c'est oméga 0 carré. Je vous rappelle que le facteur de qualité, une de ses significations physiques, c'est si vous mettez une percussion sur votre système, ou un échelon par exemple, c'est à peu près le nombre d'oscillations bien visibles que vous allez observer. Donc ça ne va être vrai que si le facteur de qualité est plus grand que 1. Et si le facteur de qualité est plus petit que 1, il n'y a pas d'oscillation. Et je vais passer tout ça en régime sinusoïdal forcé. Donc passage en RSF. Donc ça va être très, très facile. Je vais simplement réécrire l'équation, mais je mets une petite barre en dessous des grandeurs pour dire que maintenant elles sont complexes. Donc voilà, c'est juste ça le passage en complexe. Alors attention quand même, le cosinus devient exponentielle j oméga t. Ça c'est très important, ne mélangez pas la notation complexe et la notation réelle. Donc lorsque je fais le passage, on va dire qu'il y a une... On ne fait pas n'importe quoi. Hein. Ici, c'est pas cosinus oméga t. Si vous mettez cosinus oméga t ici, à la place du exponentiel j oméga t, c'est faux. Hein, c'est carrément... c'est une erreur. Donc ça, c'est important. Et je sais que en régime sinusoïdal forcé, hein, formellement, la j oméga, c'est d sur d de t. Donc quand je dérive 2 fois x secondes, ça donne moins oméga carré. Enfin, je détaille un petit peu, c'est j oméga, puisque je dérive 2 fois. Donc il y a 2 fois j oméga qui sort, c'est x, plus oméga 0 sur q, j oméga fois x, plus oméga 0 carré fois x, égale oméga carré zm exponentielle j oméga t. Et donc là, c'est très simple. J'isole x, donc ça fait oméga 0 carré. Je réarrange un peu les termes. Hein. Ce terme, je l'écris en premier. Le j oméga carré, en fait, ça donne moins oméga carré, puisque j au carré, ça vaut moins 1, plus j oméga, oméga 0 sur q. C'est égal à oméga carré zm exponentielle j oméga t. Donc là, j'y suis presque, hein, puisque
Donc on a oméga carré Zm sur oméga 0 carré moins oméga carré. Voilà, donc ça c'est des termes... quand vous avez ce genre de termes, c'est plutôt rassurant. Enfin, quand vous avez l'habitude de ce genre d'exercice, ça revient assez souvent. Donc normalement, vous devez être rassuré quand vous avez des expressions comme ça. Là, maintenant, il faut absolument, pour avoir l'expression, pour répondre à la question, il faut mettre le complexe qui est ici, hein, pour répondre à la question. Donc là, je vous laisse vous convaincre de cette affirmation. Bon, je vais quand même le justifier, mais il faut que vous en soyez vraiment convaincu. Pourquoi on le met sous forme polaire? Parce que si vous ne le faites pas, vous ne ferez pas apparaître la phase, ni l'amplitude. On peut pas, vous savez que si je veux x de t réel, il suffit que je prenne la partie réelle de ce truc-là. Donc c'est vrai que je n'ai pas besoin de mettre ce complexe-là sous forme polaire. Je n'ai pas besoin. Mais si vous faites ça, vous ne ferez pas apparaître ni l'amplitude ni la phase. Et c'est justement les grandeurs qu'on peut mesurer. Hein, quand vous avez des chronogrammes, l'amplitude c'est assez facile à mesurer pour un signal qui évolue sinusoïdalement. La phase aussi, c'est quelque chose qui se mesure relativement facilement. Donc c'est important de, voilà, de faire cette étape-là. Donc on va faire ça à la page suivante. Donc je recopie l'expression. Voilà. Donc là j'ai recopié l'expression. Ce que je vais commencer par faire, c'est calculer le module de ce truc-là. Hein, vous savez, j'ai écrit ici, mais n'importe quel complexe Z, je peux l'écrire comme son module, exponentielle J, son argument. Voilà. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais calculer ce module et après je calcule l'argument. Donc ça, je vais l'écrire en vert. Donc je vais écrire module égal. C'est pour éviter de recopier cette grosse expression. Et vous savez que le module d'un quotient, c'est le quotient des modules. Donc c'est oméga carré Zm, hein, le module du numérateur. C'est oméga carré Zm, hein, c'est un réel. Et ici, j'utilise le oméga 0 carré moins oméga carré au carré. Donc là, ça fait beaucoup de carrés, plus la partie imaginaire. Alors attention, ça c'est une erreur très classique, mais bon, il faut bon, on va dire, vous la faites une fois, mais après vous la faites plus. Ce que je mets au carré, c'est la partie imaginaire. Et la partie imaginaire, c'est que ce truc-là. Hein, il n'y a pas le J avec. Hein, le J est juste là pour dire que ce truc-là, c'est la partie imaginaire. Donc ce que je mets au carré, il faut surtout pas mettre le J, parce que si vous laissez le J, ça fait apparaître un signe moins ici, et ça va pas ça. Hein, parce que la racine, dans ce cas, pour être négatif, enfin bref, ça ferait des trucs bizarres. Donc ça c'est très important de ne pas faire l'erreur. Je peux m'intéresser maintenant à l'argument. Donc l'argument d'un complexe, ici c'est un quotient. Donc je vais quand même l'écrire. Oméga carré Zm. Oméga 0 carré moins oméga carré. Voilà, je recopie l'expression. Ça prend un petit peu de temps, mais voilà, ça c'est fait. Et l'argument d'un quotient, c'est la différence des arguments. Donc c'est argument de oméga carré Zm moins l'argument de oméga 0 carré moins oméga carré, le J oméga 0 sur Q. Et ici on a un réel positif. Et son argument vaut 0. Un argument d'un réel positif. Et
Maintenant, il faut que je m'intéresse à l'argument de ce truc-là. Et là, je vais utiliser la formule argument pour traiter cette deuxième partie. C'est l'argument d'un complexe qui s'écrit comme ça. Et c'est arctangente de la partie imaginaire sur A. Et je rajoute pi uniquement si A est négatif. Je devrais mettre strictement inférieur à 0. Voilà. Donc cette formule-là, elle est vraiment, vraiment importante. Hein. Pourquoi? Parce que si vous la connaissez, ça ne vous posera plus jamais de problème, l'argument d'un complexe, hein, si vous connaissez cette formule. Sinon, c'est toujours problématique, en fait, ce truc-là. L'inconvénient, vous le voyez peut-être, c'est que la partie réelle, qui est ici, le oméga 0 carré moins oméga carré, peut changer de signe. Donc du coup, je me retrouve à devoir gérer deux cas, si ce truc-là est positif, hein, le oméga 0 carré moins oméga carré, et s'il est négatif. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Donc c'est pas faux, mais c'est un petit peu embêtant. Donc là, on va utiliser une astuce pour simplifier l'expression de l'argument. Alors, si vous ne voyez pas l'astuce, hein, imaginons, c'est pas grave. C'est simplement que vous l'avez pas vu, et puis du coup vous avez une expression où vous devez considérer deux cas. C'est un petit peu embêtant, mais c'est pas faux. Ça c'est important. C'est bien une astuce, hein, ce n'est qu'une astuce. Donc l'astuce est la suivante. Donc je recopie le terme et je multiplie par 1 en soi. Et le 1, évidemment, je le prends pas n'importe comment. Je dis que c'est j carré. Et dans ce que je vais distribuer dans la parenthèse, c'est moins j. Donc je vais l'écrire comme ça. Voilà, je détaille pas mal. Et ce que je vais distribuer dans la parenthèse, c'est moins j. Alors pourquoi je distribue moins j dans la parenthèse? C'est pour qu'avec le j qui est devant ce terme-là, hein, ça fasse plus 1. Voilà, c'est juste pour ça. Alors, si je distribue le j, bon, c'est pas du tout embêtant. Au lieu d'avoir plus 1, j'aurai moins 1. Bon, mais moi, je préfère les nombres positifs. Hein, bon. Et ça me donne donc oméga 0 sur q plus j. Alors, faites attention, là, je vais inverser. C'est le oméga 0 carré, il a cette fois-ci un signe moins, c'est parce que j'ai mis moins j j'ai distribué moins j. Et là, je me retrouve avec l'argument d'un produit, donc c'est moins l'argument de j, moins l'argument, un terme qui est beaucoup plus sympathique, puisque là, cette fois-ci, sa partie réelle est toujours positive. Toujours positive. Donc ça va m'arranger parce que dans cette formule-là, cette fois-ci, je n'aurai pas à m'occuper d'éventuellement ajouter plus pi ou si la partie réelle est négative. Faites attention, le signe moins, je l'ai distribué ici et là. Ne faites pas d'erreur de signe. L'argument de j, ça vaut pi sur 2. Si vous n'êtes pas convaincu, vous faites très rapidement un plan complexe au brouillon. Le complexe d'affixe j, il est là. Et l'angle, c'est bien pi sur 2 par rapport à l'axe des réels. Donc ça fait moins pi sur 2, moins arctangente. Attention à ne pas confondre l'argument et arctangente. Donc la partie imaginaire qui est ici, sur la partie réelle. J'ai fait une erreur de recopie. C'est oméga 0 sur q. Et quand on fait la simplification, c'est un petit peu long. Alors c'est un petit peu long, oui et non. Quand vous avez l'habitude de ce genre de calcul, évidemment ça peut aller très très vite. Donc ça fait moins pi sur 2, moins arctangente,
Et quand on réécrit, on enlève les fractions de fractions, dans ce terme-là, on arrive à ça. Là aussi, c'est un terme que l'on rencontre assez souvent dans ce genre de calcul. Donc j'ai là le module et l'argument, je dézoome hein, pour vous montrer. Donc j'ai le module et l'argument, donc tout va bien, je vais enfin pouvoir répondre à la question. Donc je réécris x complexe, ça vaut le module, donc c'est oméga carré zm sur la racine. Voilà, donc j'ai écrit toute l'expression. Donc ici vous reconnaissez l'argument qui est ici. Et ici le module. Donc je vais utiliser quoi comme couleur? Ouais, je vais utiliser les mêmes couleurs. Donc le module ici. Et l'argument je l'avais écrit en bleu. Bon, bien sûr les couleurs c'est pas très important. Hein. Et maintenant je peux passer. Je vais peut-être faire la réécriture tout directement. Hein, vous savez que exponentielle a plus b c'est égal à exponentielle b, même avec les exponentielles complexes, ce qui fait que ici j'ai plus j oméga t. Ça m'évite de réécrire l'ensemble de l'expression, parce que c'est un petit peu lourd. Donc quand je prends la partie réelle de ce truc là, donc j'ai x de t, et ben c'est assez facile puisque j'identifie directement l'amplitude. Voilà. Donc voilà, on recopie pour la énième fois. Donc c'est oméga t moins pi sur 2 moins arc tangente de q oméga sur oméga 0 moins oméga 0 sur oméga. Voilà, il y a plein de parenthèses à fermer. Et donc j'ai mon résultat hein, avec. J'encadre ce truc là et je vais mettre en évidence le module et l'argument. Donc là on reconnaît XM, ce truc là c'est XM. Et ici on reconnaît la phase qui est dans le cosinus. Donc il suffit simplement d'identifier. Hein. Ce truc là c'est la phase. Voilà. Donc j'ai répondu à la question et à la question suivante, c'est je vais tracer les courbes et je vais retrouver en fait ce que j'avais intuité au départ. On va voir qu'on va bien retrouver les bons résultats et je vais enfin pouvoir répondre à la troisième question, c'est trouver un bon facteur de qualité et un bon oméga 0 pour que mon sismographe fasse correctement son travail. Donc on va tracer la courbe. Voilà, donc j'ai mis un axe, je place oméga 0 sur l'axe des abscisses, et je vais regarder, en fait, quand j'ai une expression comme ça, ce qu'il faut, c'est, pour le tracer, on sait que ça va donner des courbes qui sont assez régulières, donc qui ne présentent pas de difficulté à être tracées. Et ce que je vais faire, c'est je vais faire un comportement haute fréquence, basse fréquence. Donc je vais me servir de brouillon de la page suivante, enfin de brouillon propre quand même. Donc je vais travailler en haute fréquence. Le module, plutôt XM, donc je recopie son expression. Enfin, je recopie l'expression et oméga. Haute fréquence, ça veut dire oméga très grand devant oméga 0. C'est ça la haute fréquence. Et quand je regarde, je me rends compte que ce terme il est négligeable.
Du coup, xm, ça vaut quoi? Alors je vais, du coup, c'est environ. Je recopie le terme sans celui-là, celui que j'ai négligé. Quand vous négligez un terme, ça c'est très important. Vous ne pouvez négliger un terme que si, par rapport à un autre, que s'il y a un plus ou un moins entre ces termes. Donc je répète, je ne peux négliger un terme devant un autre que s'il y a un plus ou un moins entre ces deux termes. Sinon, vous ne pouvez pas le faire. Hein, si vous ne faites pas attention à ça, vous allez vraiment, vous pouvez vraiment faire n'importe quoi. Donc ça, c'est... Donc faites attention. Cette fois-ci, c'est ce terme qui est négligeable. Alors pourquoi vous allez me dire, mais non, ça va pas, parce que oméga étant très grand, ce terme est très grand. Mais en fait, ce terme, il est encore plus grand, puisqu'il est en oméga puissance 4. En fait, c'est lui qui va dominer. Si vous n'êtes pas convaincu, vous prenez oméga égale 1 milliard, et vous calculez 1 milliard exposant 4. Et ici, vous avez du oméga carré, donc c'est 1 milliard exposant 2. Et évidemment, vous vous rendez compte que ce terme-là, il prend vite le dessus. Donc je recopie l'expression en haute fréquence. Donc c'est oméga carré Zm sur racine de oméga puissance 4. Évidemment, le signe moins ici disparaît, hein, puisqu'il est dans un carré. Et en fait, c'est environ égal. C'est environ égal. C'est environ égal à Zm. Donc en haute fréquence, bah, du coup le tracé il est assez simple. Et je vais pouvoir graduer l'axe. Oui, je vais le mettre comme ça. Donc on va dire que ça c'est Zm. Et je sais que ma courbe, je vais tracer en rouge, elle passe... c'est à peu près ça. GXM qui vaut environ Zm. Je vais m'intéresser maintenant à la basse fréquence. Donc c'est... Alors est-ce que j'ai la place Oui, j'ai la place. Donc la basse fréquence... Donc je reprends l'expression qui est juste au-dessus. Je vais la recopier. Ouais, j'ai recopié l'expression. Basse fréquence, ça veut dire ça. C'est oméga petit, voilà, devant oméga 0. Et cette fois-ci, je vais, comme tout à l'heure, je vais négliger des termes. Alors, si vraiment vous ne voulez pas vous embêter, en fait, vous remarquez tout de suite que xm, en fait, ça tend vers 0. Voilà. Ça, en fait, on n'a pas besoin de... Ce que je vais faire là, c'est un petit peu inutile. Mais je le fais quand même, parce que je vais avoir un peu plus que cette information. Donc si vous regardez bien l'expression, vous vous rendez compte très très rapidement que lorsque oméga est petit, ou même lorsque oméga est nul, xm c'est nul. Donc en fait on a déjà un premier résultat. Mais si vous procédez comme je fais, vous allez vous rendre compte que on peut dire un petit peu plus. On peut aller un petit peu plus loin. C'est pour ça que je fais le calcul. Donc xm c'est environ égal. Là aussi vous remarquez que j'ai négligé un terme devant un autre parce qu'il y a un signe moins entre les deux. Ça c'est important. Un négligeable, ça veut dire que, il faudrait dire, c'est, faudrait que j'écrive oméga carré et négligeable devant oméga 0 carré. Hein, pour être parfaitement... Voilà, comme ça, le fait de le rédiger, je pense qu'on fait moins d'erreurs. Donc, on a oméga 0 puissance 4, du coup. Plus oméga 0, ben, je recopie ce terme-là. Et je me rends compte que ce terme-là, le deuxième, il est négligeable aussi. Pourquoi? Ben, c'est à cause du oméga, de nouveau. Hein, si oméga est tout petit devant oméga 0, ben, ce terme-là, il va forcément être négligeable. Et on a bien un signe plus entre les deux. Donc, j'aurais écrit l'expression xm, c'est environ égal à oméga carré Zm sur racine de oméga 0 puissance 4. Donc, ça fait oméga carré
Zm sur oméga 0 carré. Donc l'avantage de cette façon de procéder, c'est que, bon, évidemment, je retrouve ce résultat, c'est que oméga est nul, enfin xm est nul lorsqu'oméga est nul. Mais en plus, grâce à ça, je connais comment varie xm lorsqu'oméga est petit. Ça varie comme une parabole. Du coup, je peux affiner un petit peu mon tracé. Je sais que la courbe, elle va ressembler à ça. Ça démarre comme une parabole. Voilà. Donc j'ai un petit peu plus que juste c'est nul. Et je vais ensuite, alors on le voit directement ici, lorsque je prends oméga égale oméga 0, en fait ce terme-là, il est nul. Et vous n'avez pas de mal à vous convaincre que c'est qu'on va atteindre la valeur. Ici, la valeur, c'est Q fois Zm. Donc je sais que ma courbe, elle passe par ce point-là. Du coup, je complète le tracé. Hein, je sais que... voilà, ça va faire un truc comme ça. Et a priori, bon, il n'y a pas... le maximum, il va pas être très loin de oméga égale oméga 0. Alors là, je fais intervenir, on va dire, du bon sens. Quand vous avez un système qui, naturellement, aussi à la pulsation oméga 0, a priori, c'est à cette pulsation-là qui va donner la réponse maximale. Donc si un pic de résonance, il est là. Donc là, j'ai pris un facteur de qualité qui vaut à peu près 2. Si je prends un facteur de qualité petit, hein, la courbe, elle va... je vais la tracer en jaune. On n'a plus de pic de résonance, hein, on aurait un truc comme ça. Donc là, ce serait pour Q égale à peu près 0,4 à peu près. Hein, si je regarde ici, je suis à peu près à 0,4 Zm, à peu près. Je m'intéresse maintenant à la phase. Donc la phase, je l'avais tracée en bleu. Donc je me donne des axes. Alors la phase, elle est plutôt négative, donc il faut que je mette l'axe des abscisses en haut, la phase en radian. Je gradue les axes, donc ici on a, en fait on va descendre jusqu'à moins pi et moins pi sur 2, ici. Normalement ça devrait aller. Donc je vais, là j'ai un premier repère, à moins pi. Et je fais la même chose, étude haute fréquence, basse fréquence, hein, donc je vais prendre une nouvelle page, donc je m'en sers un petit peu comme d'un brouillon. Donc haute fréquence, donc oméga plus grand qu'oméga 0. Alors pour la phase, normalement ça devrait aller un peu plus vite. Donc c'est moins tangente de Q oméga sur oméga 0, moins oméga 0. Voilà, j'écris rapidement. Comme oméga est très très grand devant oméga 0, ce terme-là, en fait, il tend vers plus l'infini. Voilà. Donc la phase, c'est moins pi sur 2, moins arctangente de plus l'infini. Et la fonction arctangente, là aussi, je le fais vraiment rapidement. Ça, c'est un truc que vous faites au brouillon. Mais la fonction arctangente, voilà, ça fait partie des trucs qu'il faut savoir. Si vous ne savez pas ça, c'est vraiment aimer se compliquer la vie. Hein, arctangente, vous la prenez, ça a cette tête-là. Et en plus, l'infini, ça tend vers pi sur 2. Donc ça fait moins pi sur 2, moins pi sur 2. Donc en fait, ça tend vers moins pi. Donc phi, c'est environ égal à moins pi. Et dans la foulée, je vais faire l'étude basse fréquence. Donc c'est oméga petit devant oméga 0. Et donc, on a je recopie l'expression de la phase. Hein. Ça fait moins pi sur 2, moins arctangente.
Voilà, j'ai recopié le terme. Et cette fois-ci, ce terme-là, il tend vers moins l'infini. Pourquoi? Bah, c'est lorsqu'oméga est tout petit, en fait, oméga 0 sur oméga devient très très grand, et à cause du signe moins, ça tend vers moins l'infini. Ce terme-là, il est tout petit. Et arctangent de moins l'infini, c'est moins pi sur 2. Donc c'est moins pi sur 2, donc c'est plus pi sur 2. Donc la phase est environ égale à 0 en basse fréquence. Et lorsque oméga, si on peut l'écrire, hein, donc c'est pour oméga égale oméga 0, en fait ce terme-là s'annule. La phase vaut exactement moins pi sur 2. Voilà, donc on peut tracer du coup la courbe. Je sais que pour oméga 0, alors oméga 0 c'est à peu près ici. Je sais que lorsque je vais tracer la courbe, je vais avoir moins pi sur 2 à oméga 0. Donc je passe forcément par ce point-là. Je démarre de 0 et j'arrive à moins pi. Donc bon, bah, j'ai tracé la courbe, enfin une courbe. Alors c'est peut-être pas exactement ça. Mais en tout cas, je passe, j'ai à peu près les bons points. Et si je trace la courbe qui correspond à Q égale 0,4, on aurait plutôt quelque chose comme ça. Une phase qui varie un peu plus lentement, mais qui part bien de 0 et qui va bien à moins pi et qui passe par moins pi sur 2 à la résonance. Donc c'est Q égale à peu près 0,4. Et en rouge, c'est Q à peu près égal à 2. Alors si vraiment, ouais, bon, je le fais très rapidement, mais si vous faites, prenez le maximum, vous divisez par racine de 2, vous avez les fréquences de coupure, et on arrive à peu près à moins pi sur 4, et à peu près à moins 3 pi sur 4. Donc si on voulait affiner le graphe, on pourrait. On pourrait le faire, mais bon, on va dire que c'est déjà pas mal d'avoir ceci. Et quand vous regardez ce que j'ai tracé, et ben, en fait, c'est ce qu'on avait intuité. Alors évidemment, enfin intuité, sauf il y a quand même en basse fréquence, c'était pas évident que la phase était nulle. Pourquoi c'est pas évident? Parce que quand vous avez un signal de sortie qui est quasiment nul, et ben c'est très difficile de savoir s'il est déphasé ou pas. Mais en tout cas, voilà, on avait intuité pas mal de choses dès le début de l'exercice. Et la troisième question, alors bon, est un petit peu calculatoire. Bon, j'avoue que là, je manque un petit peu de vaillance. Donc je vais essayer de la faire correctement, mais donc finalement, quand je regarde le résultat que j'ai obtenu, ce que je peux comparer, c'est par rapport je vais y arriver, au sismographe idéal. Hein, donc ce que je peux faire, c'est recopier les graphes. Voilà, donc je remets les graphes. On va enlever ça, ça sert à rien. Et je peux comparer par rapport au sismographe idéal. Le sismographe idéal, il aurait... allez, je le mets en noir. Le sismographe idéal, il serait comme ceci. Il aurait un gain qui vaut exactement 1 tout le temps. Donc ça, c'est le sismographe idéal. C'est-à-dire que vous avez tout le temps, à toutes les fréquences, l'amplitude qui est exactement égale à l'amplitude d'entrée qui est égale à l'amplitude de sortie. Et ce qui est aussi important, c'est que la phase vaut soit 0, soit pi, donc ça inverse le signal, mais ça c'est pas du tout gênant, soit 2 pi, mais voilà, si vous avez une phase qui est constante et qui vaut 0 modulo pi, c'est très bien également.
Donc, alors dans notre cas, ce que je vais prendre, c'est une phase qui vaut pi. Donc, je vais quand même mettre en remarque. Phi doit être égal à 0 modulo pi pour le sismographe idéal. Voilà. Vous avez donc en noir, c'est le sismographe idéal. Et les courbes que j'ai, les autres courbes, c'est le sismographe réel. C'est ce que je peux réaliser avec masse, ressort, amortisseur. Donc ce que je vois, c'est que en haute fréquence, c'est très bien. Donc en haute fréquence, c'est très très bien. Ça marche bien. Par contre, en basse fréquence, ça va pas du tout. Donc il y a une solution, c'est que vous prenez oméga 0 le plus petit possible. Donc ce qui fait que vous repoussez la zone qui va pas bien, donc là-bas en basse fréquence, vous la repoussez contre l'axe des ordonnées en fait. Hein. Donc c'est et du coup, vous n'êtes plus embêté en fait par les basses fréquences. Pourquoi? Parce que vous avez pris oméga 0 suffisamment petit. Ne prenez pas le facteur de qualité trop petit. Parce que si vous le prenez trop petit, en fait, vous allez écraser la courbe. Elle va être sur une gamme de fréquences assez importante, faible. Il ne faut pas prendre Q trop grand. Parce que si vous prenez le facteur de qualité trop grand, vous aurez une résonance. Et donc, le signal, votre système va surréagir à la pulsation de résonance. Donc il faut prendre un facteur de qualité en première approximation. Hein. En première approximation. On va prendre oméga 0 le plus petit possible. Et quand vous essayez de réaliser ça, c'est pas évident. Si vous voulez vraiment oméga 0 très petit, c'est pas évident. Et le facteur de qualité est que le facteur de qualité environ égal à 1. Si vous faites ça, la courbe elle va passer, elle va avoir un petit dépassement, mais pas grand chose. Et là vous êtes dans des bonnes conditions. Alors dans l'énoncé, on vous demande d'être un petit peu plus précis que ça. On vous demande une marge d'erreur à 5%. C'est-à-dire que votre marge d'erreur, elle est là. C'est-à-dire vous autorisez 5% d'erreur. Et donc là, on voit que c'est en gros à partir de cette fréquence-là. Et donc, voilà, je le mets ici. C'est-à-dire que tout ce qui est en dessous de cette fréquence, de la gamme de fréquences que j'ai barrée, le sismographe, il n'est pas utilisable. Par contre, il devient performant au-delà. Et évidemment, je vais choisir le facteur de qualité pour que cette gamme de fréquences soit la plus grande possible. Donc je vais utiliser la courbe, alors je vais le tracer, du coup je vais la tracer en bleu. La courbe optimale, elle serait à peu près comme ceci. Voilà. Là vous ne pouvez pas faire mieux que ça. Avec le facteur de qualité optimal. En effet, dans ce cas, là, à partir d'une fréquence qui est, ici, on peut l'intuiter proche d'oméga 0, on va avoir un sismographe qui va donner le bon résultat à 5% d'erreur. Donc au niveau des calculs, on devrait... Alors je vais pas le faire, c'est là que je vais pas le faire, c'est là que je manque un petit peu de courage. Donc pour trouver Q optimal,
on doit résoudre. Le module, donc c'est XM max. Donc c'est le max de Zm oméga carré sur racine de oméga 0 carré moins oméga carré plus oméga 0 sur Q au carré pour oméga de 0 à l'infini. Et ça doit être égal à 1,05 fois Zm. Ça correspond à ce point-là. C'est lorsque le XM max il vaut 1,05 Zm. C'est 5% que je rajoute à Zm. Et voilà, donc ça veut dire que donc il faut faire une étude de fonction. Étude de fonction et trouver le maximum. Étude de fonction et trouver le maximum de l'amplitude de XM. Donc ça déjà c'est pas mal de boulot. Et puis et ensuite résoudre l'équation qui est ici, que je nomme étoile. Et ensuite résoudre l'équation étoile. Je me rends compte que dans mon tracé, c'était pas très bon en fait. La courbe que j'ai tracée en bleu, en fait, elle aurait dû passer un petit peu avant. Donc c'est bon, je vais le corriger. Bon, ça change rien à ce que j'ai dit, hein, mais le tracé il pourrait être un petit peu amélioré. Voilà, j'ai corrigé un petit peu le tracé. Bon, sachant que là, c'est pas très très important. Et alors je vais le faire numériquement ce truc-là et donner une valeur du facteur de qualité. Je pense que de toute façon, c'est pas la valeur que je vais trouver n'est pas très importante parce que de toute façon, quand vous avez un amortisseur, comme ça, l'amortissement de cet amortisseur dépend de la température, de différents facteurs. Donc c'est quand même assez difficile de fixer très précisément le facteur de qualité. Ça dépend aussi de la durée dans le temps, c'est-à-dire que plus vous attendez, l'huile en fait se transforme un petit peu dans l'amortisseur, donc il a aussi une durée de vie. Donc de toute façon, quel que soit le résultat de votre calcul, peu importe la précision, expérimentalement vous aurez, bon, à vérifier quand même, hein, mais a priori, ça ne sert à rien de calculer le facteur de qualité avec une très très grande précision. Hein, on sait déjà le simple fait de dire qu'il vaut à peu près égal à 1, c'est déjà pas mal. Donc je vais faire numériquement, je vais résoudre cette équation et je vous donne directement le résultat. Alors, je vais vous montrer quand même le programme. Donc j'utilise NumPy, je calcule, enfin je fais une fonction xm sur zm qui dépend de oméga et de q. Alors j'ai pris oméga 0 égale 1. Ce qui est important en fait c'est oméga sur oméga 0, c'est pas oméga en soi. Je calcule, je renvoie xm sur zm, ça donne ça, donc j'espère n'avoir pas fait d'erreur. Et je prends plein de valeurs d'oméga, donc ça c'est l'avantage d'utiliser un ordinateur, c'est qu'il fait le boulot à votre place. Donc vous pouvez le faire calculer autant que vous voulez, hein, ça, il n'y a pas de problème. Et je prends une valeur du facteur de qualité et je vais imprimer, je vais afficher le résultat. Donc le résultat il va s'afficher ici à droite, donc je lance en espérant, il y a une erreur, SQRT, bon, une petite erreur, hop, 1,15, donc là j'ai choisi un facteur de qualité trop grand, finalement,
Ouais, ça c'est pas mal. Donc j'y vais un peu à tâtons, hein. Alors il faut que je trouve 1,05 exactement. Hein, ici, donc là la valeur que j'ai ici est pas trop mal. Donc je relance. 0,4, 0,84, 87, trop grand. 86, encore trop grand. Ça j'avais déjà essayé. 4, 5. Bon, vous comprenez bien que j'ai la précision. Voilà, là, ça c'est pas mal. 0,848, c'est pas mal du tout. Le calcul enfin, ce que j'ai fait par informatiquement, je peux le faire aussi avec un papier et un crayon. Seulement, il faut que je fasse une étude de fonction, il faut que je calcule une dérivée, il faut que je trouve là où la dérivée s'annule, que je calcule le maximum. Et quand je fais ça, bon, ça prend quand même un petit peu de temps, c'est un petit peu fastidieux. Donc là, j'utilise les facilités d'utilisation d'un ordinateur, hein, qui fait tous les calculs à ma place. Donc 0,848 et je me rends compte que mon tracé de tout à l'heure était très bien. Pour mon... Bon, je vais laisser comme ça, mais en fait la courbe d'avant, si je fais CTRL Z, ça... Non, ça ne fait rien. Bon, tant pis, je vais laisser comme ça. La courbe idéale, en fait, elle passait bien. Elle passait bien un peu en dessous. Mais ça, c'est pas très grave. Donc, numériquement, on trouve un facteur de qualité. Alors, j'ai pris 3 chiffres après la virgule, mais comme je vous expliquais, donc c'est 8... mince, j'ai plus la valeur en tête. 848. J'encadre le résultat. Donc évidemment, là j'ai mis 3 chiffres après la virgule. On va dire environ égal 0,85. Et déjà, avec 2 chiffres après la virgule, je pense que je suis déjà trop précis pour l'amortissement. Et finalement, la réponse en première approximation, hein, Q environ égal à 1, c'était quand même pas mal comme réponse. Voilà, donc je pense avoir fait le tour de cet exercice. Je mettrai le petit programme dans la description. Quoique, bon, je le mettrai dans la description, dans ce document-là. Mais vraiment, il est tout petit, hein, vous avez vu. Hein, j'ai pas du tout fait compliqué pour trouver ce résultat. À bientôt.